Au caillou, Sébastien va pouvoir reconstruire. Mais cueillir ce que la nature nous donne oblige parfois à prendre beaucoup de hauteur. Il y en a encore, Vicky, là-haut? Oui, oui. Je vois pas pourquoi on le jette. Non, tant pis. Si tu m'assommes... Sur un autre versant du mont Canigou, c'est le temps venu de la récolte pour Claude et son équipe. Lui aussi a trouvé une bonne formule, 100% nature. Oh, je te ramène un seau. Ils sont jolis, hein, ces cônes, cette année, qui sont grands. On dirait des bananes gorgées de sève et de résine. Et même avec la résine qui exude. Donc on voit qu'ils sont bien gorgés de sève et de résine. Ce sont des pommes de pin, c'est ça? C'est quoi? C'est des cônes de sapin. Des cônes de sapin femelles, donc qui poussent au sommet des arbres, on l'a vu tout à l'heure, verticalement. Ils recherchent la lumière et le soleil. Ces arbres sont des Abies alba, des sapins blancs, une espèce commune ici. Claude ne récolte que quelques kilos de cônes par arbre. Son principe, prélever sans piller. On est entouré, on a plus de 600 hectares de sapins Abies alba. Et nous, pour nos besoins cette année, on va utiliser entre 50 et 80 arbres. Donc vous voyez, il reste beaucoup pour la nature. Et on va comme ça continuer à valoriser. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la valorisation des ressources naturelles de notre territoire. Ici, on est à 1700 mètres d'altitude, donc ce sont des arbres qui ne poussent qu'en haute montagne. Et vous le voyez, ce sont des arbres majestueux, qui doivent avoir entre 40 et 60 ans. Claude était commercial dans le secteur viticole quand un jour un ami lui parle du sirop de sapin, un remède de grand-mère qui permettait de passer l'hiver et dont la recette s'était perdue au fil du temps. Après plusieurs tests, Claude a fini par trouver le bon dosage et créer sa propre marque. Le sucre bio, est tout simplement, comme le faisaient nos anciens. 10 kilos de cônes, 10 kilos de sucre, rien de plus. On recouvre bien les cônes avec le sucre. Et voilà. Aujourd'hui, on se complique sûrement un petit peu trop la vie dans beaucoup de choses. Donc revenons à la simplicité, revenons à la nature, revenons à des choses naturelles, tout à fait simples. Et voilà. Et là, maintenant, on va laisser macérer plusieurs mois, 3 ou 4 mois, le temps que le sucre capte la sève et la résine. Et naturellement, on va obtenir notre sirop de sapin. On filtrera et on conditionne. Allez. Voilà, ça c'est la production de cette année, qu'on a commencé hier. Et puis voilà, ça c'est ce qui nous reste de l'année dernière, ici, en train de macérer. Donc il y a à peu près 12 mois de macération. Plus ça macère, plus on va extraire de choses d'huile essentielle, d'oléorésine et de polyphénol. Et puis tu vois, si on met simplement le doigt et qu'on déguste, là on trouve vraiment là, le côté du sirop de sapin, ces arômes un petit peu de fruits noirs, de fruits rouges, la mûre, la myrtille bien mûre, et derrière les notes un petit peu d'eucalyptus et de menthol. Donc voilà. Excellent pour la santé et pour le goût. Parfait. Le sirop de Claude se vend aujourd'hui dans les boutiques bio. Et pour donner encore plus d'écho à sa démarche, il a déniché de nouveaux ambassadeurs. À Saint-Cyprien, chez Christophe Schmitt, une étoile Michelin, le sirop s'est métamorphosé en ingrédients. Et ouais, c'est pas la même variété, c'est pour ça, il y a pas, on me demande, mais je dis non, je peux pas, j'en ai pas, on n'en a pas. Tiens, fais-lui goûter la ganache. Donc c'est une ganache qu'on a fait avec un peu de fèves de tonka et, donc le sirop de sapin. Ah, et du sirop de sapin. Ouais, un petit peu, qu'on a juste mis comme ça au dernier moment pour bien que ça parfume.
Et donc là, on est travaillé sur un biscuit au... Je sens les petites notes mentholées là, qui s'élèvent. Ouais. Donc là, c'est un petit biscuit reconstitué au pignon de pain. Pignon de pain, d'accord. Donc on a également le poireau de sapin qui vraiment vient mettre une petite touche à la fin pour vraiment ce rappel de sapin. Et puis les bourgeons de sapin qu'on a travaillé, qu'on a fait macérer. C'est important aussi de s'imprégner du terroir dans lequel on travaille. Et là, ce mariage entre les fruits rouges et le sapin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop commun. Donc voilà, c'est très intéressant à faire. Ça a permis de se démarquer aussi parce que voilà, les clients, notre clientèle, qui est une clientèle très exigeante. Et moi, je suis vraiment friand de ce genre de produit parce que voilà, ça me permet de proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que quand tu le vois tel que c'est, là, on dirait que c'est vraiment quelque chose de naturel, qui est superbe, quoi. Dans les Alpes, depuis le début de l'été, c'est le lever du soleil qui sonne le réveil des bêtes et des hommes. Lolo. Lolo. La traite de la veille au soir et du matin va être redescendue dans la vallée. Car pour des raisons d'hygiène, Sylvain le berger préfère transformer son lait dans sa ferme à Pralognan. Fidèle à sa démarche artisanale, Sylvain refuse de confier son lait à une coopérative pour pouvoir garder la main sur la qualité de son produit. Fromagerie, faire du fromage, c'est délicat. Ce qui est quand même le primordial, c'est l'alimentation en amont, quoi. Le lait qui vient de l'alpage, quand on ouvre la boule à lait ou les bidons, il a une odeur particulière que j'ai que là-haut. Et une couleur aussi, vous voyez, le petit lait, il est très jaune-orangé. L'hiver, il est plus pâle. Donc c'est sûr que c'est une grande importance. Et ça, j'y tiens. C'est pareil, je fais mes foins, je suis autonome en fourrage, je n'achète pas de fourrage qui vient d'en bas. Il faut vraiment garder un produit typique qui est vraiment fait ici, quoi. C'est le nectar. Donc là, le grain est encore humide, gorgé de petit lait. Et tout ce qui fait l'art du fromager, vraiment de savoir à quel moment il est prêt à être soutiré, quoi. Un fromager qui ne met pas ses mains dans la cuve, il ne peut pas savoir. En retrouvant les gestes, en laissant paître ses bêtes en altitude où il préserve les espèces, Sylvain fabrique 5 tonnes de raclettes, de tomes, de tommettes, toutes estampillées fermières, qui mûrissent tranquillement pendant un mois sous le regard d'Audrey, sa femme. On a des tomes qui sont arrivées en cave ce matin, qui sont blanches quand elles sortent de fromagerie. Et petit à petit, elles s'affinent, donc on va avoir ensuite le début ce qu'on appelle le mucor, le poil de chat, qui prend de l'ampleur sur les fromages, un peu plus. Et après, on a donc les tomes à la fin complètement grises. Audrey est la commerciale de la famille. Là. Plusieurs fois par semaine, elle fait les marchés à moins de 15 km de la ferme, où elle vend l'essentiel de leur production. Bonjour mesdames. Ah bah le voilà. Bonjour. Un gros. Du producteur au consommateur, sans intermédiaire, un circuit économique qui tient à cœur de ces maîtres fromagers. S'il vous plaît. Fabrication, transformation, vente, tout d'affilée dans la même semaine, en direct. On ne peut pas faire plus court là.
Une tonne de chèvre, oui. Et pourquoi vous n'allez pas plus loin? Vous vendriez plus? Parce qu'on n'a pas plus de fromage. Alors, 24,70 €. Et du sérac de chèvre. Et du sérac. Non, mais toute la production est vraiment vendue en direct très, très localement parce que on est tout seul par là, donc on n'a pas assez de... On ne pourrait pas fournir plus. Donc ça ne sert à rien d'aller loin quand ça peut être à côté. Audrey et Sylvain auraient donc trouvé la bonne équation. Pourquoi produire plus quand on atteint l'équilibre? Une vie sympa, très complète, très enrichissante. J'ai cherché petit à petit à construire mon projet jusqu'à trouver cette opportunité. C'est vrai que c'était une sacrée opportunité de reprendre cette chèvrerie avec l'alpage qui est un super alpage pour les chèvres. Donc voilà, je suis vraiment allé au bout des choses. Et c'est vrai que j'en suis fier. J'en suis vraiment fier. Et à 36 ans, pas de regret du coup. Et à 36 ans, pas de regret, non. Non. Même si c'est pas évident tous les jours. Mais non, on ne regrette pas. Il avait fait un stage en pierre sèche. Aucun regret non plus pour Sébastien, le murailler des Pyrénées, d'avoir un jour quitté Toulouse pour vivre pleinement la montagne. Ça la connaître la piste, hein, Sébastien. Non, moi, généralement, quand je prends ce truc-là... Pour une fois, il a abandonné ses bêtes pour aider David, carrier de profession et membre également du groupement de la pierre catalane. Ouais, voilà. Ah, il a l'air conforme quand même. Ouais. Il a l'air quand même assez large. Hein. La carrière de David est artisanale, nichée dans la montagne. Un filon de schiste loin des grands sites qui défigurent le paysage. Ah, regarde, elle bouge. Nickel. Ouais, elle bouge, Voilà, elle bouge, c'est bon. Elle va venir. Ouais, là c'est bon. Elle est encore bien. Elle est profonde, mais je pense qu'elle continuera. Rien de spectaculaire donc de prime abord. C'est pourtant là qu'il s'apprête à découvrir un trésor. Cette pierre, je l'aime parce que bon, elle mérite quoi, elle est belle. Voilà, moi je suis juste l'ouvrier, je travaille pour elle. À la limite, c'est elle la patronne quoi. C'est elle qui me guide. Bon, on va voir si c'est elle la patronne. Elle, c'est une pièce exceptionnelle de 2 mètres carrés, Nickel. pesant plusieurs dizaines de kilos. Plus elle s'ouvre, plus elle sonne creux, le son il change. Mais dès qu'on tape, voilà, il y a un fil qui se crée de là. Voilà, à la limite, là, elle s'est ouverte. Voilà, elle est ouverte, on n'a plus besoin de frapper, elle se lève. Une pièce qui trouvera sa place dans l'église en restauration d'un village voisin. Elle ne descend pas, elle reste comme ça, et on peut le lever encore plus. On la lève? Ouais. Direct? Ok. Donc là, ça va être chouette, puisqu'elle va s'ouvrir comme la Bible. Comme un livre. Et qu'est-ce qu'elle va nous raconter, la pierre? Ah, des millions d'années d'histoire. D'où on vient, elle veut nous raconter. C'est elle qui nous explique la vie, pas le contraire. 1, 2, 3. Superbe, waouh! Oh, magnifique, on peut pas faire mieux. Voilà, des tables, des dalles pour église, ça. C'est tellement incroyable, des pièces comme ça. On croit tailler la pierre, mais c'est elle qui nous sculpte, en fait. Ouais. C'est même elle qui nous apprend les origines de la vie. Voilà, là, elle était dans sa matrice, dans l'argile. C'est la première fois qu'elle voit la lumière et c'est déjà sûr que celles-là, elles iront au chantier de l'église des Vols pour le dallage de l'intérieur. Ah ouais. Et Vol est en schiste parce qu'on est dans un milieu où il y a du schiste. Vous êtes sur d'autres villages, les maisons seront avec les matériaux qu'on a sur place. Donc, c'est la pierre locale. Donc ouais. C'est vraiment écologique. C'est une démarche écologique d'utiliser le local. C'est comme ça que ça devrait fonctionner la vie. Arrêter d'acheter du matos qui vient de je sais pas où, avec le transport polluant. Là, on est juste à côté. Et voilà. Privilégier la ressource locale, c'est le credo de Sébastien. Vas-y. Et voilà. Nous le retrouvons du côté de Balatch, où la reconstruction de l'Ori, l'abri de berger, a bien avancé.
Non, ça va pas t'arranger, ça. Non contents de bâtir en pierre sèche, ces hommes refusent aussi le gros outillage. Ils aspirent à renouer un lien direct entre l'homme et la matière. Là, on le fait visuellement. Le cordeau, c'est l'œil. Donc voilà, donc on prend souvent du recul pour voir si le caillou est bien dans l'axe, s'il y a le bon fruit, et tout et tout. Et il faut que ce soit esthétique, que ça nous plaise. Donc oui, on façonne le paysage. L'humain a façonné le paysage et les montagnes. On enlève des cailloux qui sont n'importe où, là. On les met en place et du coup, on crée quelque chose. Donc forcément, ça, dans le paysage, on le voit, ça. Voilà. Là, il y a de la fourmi, là. Allez, retour au bercail. Un paysage dans lequel un simple mur peut abriter tout un écosystème. On voit les petites fourmis. Et du coup, on voit bien que le mur est un refuge pour les animaux, que ce soit pour les insectes ou les petits mammifères. On voit de temps en temps aussi des lézards qui émergent des trous et de leurs nids. On a la flore locale qui vient se mettre en place au pied du mur, au-dessus. Je trouve ça très bien. Vu que c'est la dernière, c'est un travail de mémoire. Pensez au travail qui a été fait. Il ne faut pas perdre aussi les techniques de construction pour pouvoir transmettre aux générations futures ce qu'on faisait et que ça continue. Une grosse fierté pour moi de restaurer les cabanes. Sébastien, Michael, Pedro travaillent dur, mais vivent de leur passion. Ces militants en sont convaincus. Ils marchent dans le sens de l'histoire. Il y a une économie qui se met en place. La pierre sèche, le solaire, tout est lié. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir ralentir et revoir un peu ce qu'on doit faire pour l'avenir de notre planète, de nos enfants, de tout ça. Santé. Allez au chantier. À Laurie. Salut. Au papy. À Laurie de Balach, qui va être... En Corse, dans son exploitation classée AOP et bio. C'est ici, avec quelques saisonniers, qu'il récolte les fruits d'un travail acharné de préservation de ces arbres. D'abord, la première chose intéressante ici, c'est vrai aussi dans les autres vergers, c'est qu'on ne récolte pas avec des filets, on récolte sans filet à la main. Ça a pas mal d'avantages. On va laisser quand même 15-20% de la production par terre, ce qui va permettre au sol de se refertiliser, parce que l'arbre fait le fruit pas pour nous, mais c'est pour refertiliser son sol. Et donc, on n'appauvrit pas les sols, ça c'est le premier aspect. Si tu cueilles sur filet, tu vas tout asporter. Donc à un moment donné, il va falloir porter des engrais pour rééquilibrer. Et l'autre grand avantage de cueillir sans filet, c'est que du fait qu'on cueille très rapidement, dès qu'elle tombe, la châtaigne reste très peu par terre. Et donc, le ver, le cynips qui parasite la châtaigne, a moins le temps de se développer. Le cynips qui a décimé les châtaigniers pendant des années. Avec sa méthode raisonnée de ramassage, Emanuele préserve les fruits sans utiliser de pesticides. De la même façon, il joue de l'architecture naturelle du verger pour conserver l'eau et préserver l'humus qui nourrissent les arbres. Il place également des bois morts pour empêcher les bêtes de venir se frotter et blesser les troncs.
Une relation où les bénéfices sont mutuels. Alors je pense que la châtaignerie m'a sauvé d'abord, plus que je l'ai sauvé, parce qu'en fait, c'est eux qui stockent le carbone et c'est eux qui produisent l'oxygène. C'est eux qui nous sauvent. C'est jamais nous qui les sauvons, c'est eux qui nous sauvent. Et ça ne va que dans cet ordre-là. Nous, on a besoin d'eux. Eux, ils ont un petit peu besoin de nous, mais pas dans les mêmes proportions. Nous, ce qu'on a quand même voulu garder pour les yeux des enfants qui vont venir, pour mes enfants, c'est cette beauté architecturale du lieu. Et de ce point de vue-là, comme parfois on préserve une vieille cathédrale, oui, c'est certain qu'on a évité qu'on y fasse des choses qui l'auraient gravement abîmé, oui. Mais le plus étonnant est cette tyrolienne. Et en 25 secondes, il arrive de l'autre côté. Allez, vaya cosdio! Emanuele l'a installée il y a 5 ans pour ne pas créer de chemin qui aurait pu abîmer les sols. 400 mètres de long, 25 secondes, sans effort ni pollution. En revanche, pour apporter sa production au moulin, le 4x4 reste indispensable. La châtaigne représentait, dans les années 19e siècle, l'élément de base de l'alimentation de toute cette région-là, du centre de la Corse, avec la pomme de terre. Et aujourd'hui, ça représente, elle a été redécouverte pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles, et aussi par le fait que la safarine est une farine sans gluten. Elle répond à une nouvelle demande qui est en pleine croissance sur le marché alimentaire. Emanuele profite donc de la tendance bien-être qui s'impose aujourd'hui. Cette année, il a récolté 4 tonnes de fruits qui lui permettront de vivre, bien sûr, mais aussi de financer ses recherches. Pour sécher ses châtaignes avant de les transformer en farine, il a choisi le moulin des frères Vicenzini, où l'on pratique encore la méthode au feu de bois. Oh Laurent, salute! C'è il fuoco, ha appicciato il fuoco. Primo fuoco della nana. Principiamo. A ficcare i castagni, così vai come lei. En fait, on démarre le feu parce que le séchoir donc est plein. C'est-à-dire qu'il peut contenir entre 5 et 7 tonnes de châtaignes. Donc il faut qu'il soit continu, parce que c'est un processus qui dure 3 semaines. Et voilà, et donc régulièrement, il faudra l'alimenter et avoir une chaleur à peu près d'une 40aine de degrés. Donc il ne faut pas faire un énorme feu pour pas cuire les châtaignes, je dirais. Donc là, il faut simplement produire de l'air sec. Cet air sec étant plus léger va traverser la couche de châtaigne et va emporter l'humidité contenue dans la châtaigne qui contient 50% d'eau à peu près. Finalement, au-delà de la tradition et d'un certain art de vivre, c'est toute une économie locale qui se maintient dans cette région. Comme aux gens de Pianel, je dois beaucoup. Si je suis là aujourd'hui, si les châtaignes arrivent aujourd'hui, je leur dois à ce garçon-là et à ses 2 frères autant. Parce qu'ils ont mis à disposition tout leur matériel, tous leurs outils, ils m'ont soutenu, ils m'ont accueilli. En fait, c'est cette histoire-là de renaissance d'un territoire. C'est des gens qui ont un savoir, une compétence, qui la donnent à quelqu'un d'autre, ils me l'ont transmise, ils ne l'ont pas perdue. Mais la leur plus la mienne, c'est multiplié, on a fait un beau truc ensemble. Come va? Beh, domani, stasera che è rimorca, lascio fare domani mattina. Dans les Pyrénées, l'Ori est enfin terminé. Bah, c'est plutôt pas mal, ouais. Le rendu est pas mal. Ça n'a pas bougé. Personne n'est monté. Très bien. Le voici tel qu'il était avant l'intervention de Sébastien et de ses camarades. Après des jours de travail acharné, l'abri de berger est maintenant sauvé. C'est un élément du paysage qui témoignera encore longtemps de l'histoire des hommes dans ces montagnes. Bon, mais ça va. Oh, le caillou. Les muraillers ont même rajouté une petite touche au tableau, avec quelques pierres qui traînaient encore. Voilà, sympa.
C'est cette dalle que je trouvais sympa. Un petit arrondi, ben voilà, on a stocké ça comme ça vite fait. Mais ça permet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posent les fesses là. En fait, on a l'impression que c'est là depuis tout le temps même. Bah ouais, c'est pour contempler le travail. Il me tarde d'en restaurer d'autres, comme ça. C'est tellement plaisant, ça te remplit de bonheur, de joie. C'est brut, du caillou brut, et puis finalement, mis en place les uns avec les autres, ça fait quelque chose de beau. C'est ça qui est chouette. À leur manière, ces fous de montagne prouvent qu'il est possible d'appréhender différemment l'environnement. Une ardeur et une foi au service de la préservation de ces paysages exceptionnels.